de bouclier contre l'absurdité du quotidien. Et l'autre jour racontait-elle à son audience imaginaire, Monsieur le curé Saint-Pierre lui a rendu visite en observant la maison avec une certaine admiration. Le prêtre a déclaré que Madame Lebrun et le bon Dieu tenaient ensemble une bien belle demeure. Germaine Poly a remercié le saint homme Méo. Fondée elle-même, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il faudrait voir le désordre si le bon Dieu s'en occupait tout seul sans son intervention constante. Le ménage est pour Germaine le fil conducteur de sa vie. Elle s'est mariée à l'âge de 18 ans avec Roger Lebrun, un homme dont le seul héritage semble être ce fils étrange qui traîne dans les parages. Elle confesse avec une ironie mordante qu'elle s'est mariée à cause d'une maladie incurable. Appelée la grossesse le lendemain des noces, la réalité elle a frappé de plein fouet et elle a commencé à frotter les planchers pour oublier ses regrets. C'est alors que Carole, sa fille unique, entre dans la piste. Carole est l'opposé de sa mère, travailleuse, persévérante et souvent exaspérée par les sorties de Germaine. Elle remarque que Grand-Papa a l'air étrangement calme. Germaine hausse les épaules, incapable d'expliquer ce miracle passager. Carole annonce qu'elle a un rendez-vous important ce soir, mais Germaine, toujours méfiante envers la gente masculine, tourne la chose en dérision. Elle prévient sa fille que ce que les hommes appellent un petit verre tranquille n'est souvent qu'un stratagème pour arriver à leur fin avec de la vodka en guise de lubrifiant social. Malgré les protestations de Carole, Germaine continue son monologue sur les dangers de l'amour et de la maternité, comparant un rendez-vous galant à une salle des accouchements où le docteur crie de pousser au chiffre 10 et est une vision du monde où le romantisme est systématiquement écrasé par le pragmatisme brutal d'une femme qui a tout vu. Carole finit par partir, non sans avoir subi les derniers commentaires de sa mère sur ses sous-vêtements et sur la rapidité suspecte des hommes. Germaine ne se contente pas d'être une ménagère, elle se voit aussi comme une femme des affaires puisqu'elle tient un kiosque de fruits et légumes au marché. Elle déteste les clients qui touchent à sa marchandise sans intention d'acheter. Un jour, elle a remis à sa place une femme qui manipulait une banane avec trop d'insistance, lui rappelant avec fermeté que ce fruit n'allait pas grossir sous l'effet de ses caresses. La vie de Germaine est un tourbillon de petites tragédies et de grandes comédies. Elle navigue entre son fils Bruno, dont le cœur est brisé par la belle Geneviève, et sa fille Carole, qui tente de construire sa vie malgré l'ombre imposante de sa mère. Dans cette maison, chaque objet a une histoire et chaque insulte est une preuve d'affection mal déguisée. Le ton est donné et l'histoire de Madame Lebrun ne fait que commencer et elle sera pavée de rires, de larmes et de beaucoup de caféine. Chapitre 1. Bienvenue dans l'univers de Madame Lebrun. La cuisine de la demeure des Lebrun exhalait une odeur familière de café fraîchement moulu et de cire pour meubles. C'était le cœur battant de la maison, un sanctuaire où les souvenirs s'accumulaient aussi vite que la poussière sur les cadres de photos. Au milieu de ce royaume domestique se tenait Germaine Lebrun, une femme dont l'énergie aurait pu alimenter une petite ville de province. Elle tenait un plumeau d'une main et un chiffon de l'autre, s'agitant avec une détermination qui frisait l'obsession. « Bonjour et bienvenue chez Madame Lebrun », lança-t-elle à la cantonade, comme si les murs eux-mêmes attendaient son salut quotidien. Elle s'arrêta un instant pour observer son reflet dans le grille-pain en inox. Elle ajusta son tablier et poussa un soupir de satisfaction. Pour Germaine, le ménage n'était pas une corvée, c'était une forme d'art, une lutte perpétuelle contre le chaos de la vie. Dans le coin de la pièce, assis sur son fauteuil usé qui semblait avoir pris la forme de son corps au fil des décennies, grand-papa Adélard fixait le vide. Son visage était un parchemin de rides racontant 92 années d'existence. Il semblait flotter dans un entre-deux-mondes, entre la veille et le sommeil. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa » demanda Germaine en s'approchant de lui avec son plumeau. L'homme âgé remua lentement les lèvres, comme s'il devait extraire chaque mot d'un puits très profond. « Ça fait 3 jours que je ne dors pas » murmura-t-il d'une voix chevrotante. Germaine ne s'arrêta pas pour autant. Elle passa le chiffon sur la table basse avec une vigueur renouvelée. « Allô, je faisais juste un petit peu de ménage là » répondit-elle sans vraiment prêter attention à la plainte du vieillard. « J'étais justement à ce point de prendre une petite pause, tu sais. » Elle s'adressa ensuite à une audience invisible, partageant ses réflexions avec cette franchise déconcertante qui la caractérisait. « Je dis ménage comme si c'était une corvée, quand même. »« Ah, bonne tailleule, je suis bien sale. Il faudrait que je me nourrisse. » Elle se figea soudain, le regard fixé sur la porte de la cave. Une expression de culpabilité passagère traversa son visage. « Hey, prends ça,
je suis bien sale. Ça fait que j'ai oublié d'ouvrir la cave pour lui. Elle secoua la tête, chassant cette pensée importune. Ferme-toi, moi, s'exclama-t-elle en se parlant à elle-même. J'ai élevé 6 enfants tout seul, mais on n'a pas un mordu qui m'a donné autant de troubles que toi. Elle parlait de la maison, de la vie, ou peut-être de ce fils imaginaire qui hantait ses pensées. Elle reprit son souffle et se tourna à nouveau vers son public imaginaire. Qu'est-ce que je disais, non? Ah, oui? Le ménage, ouais. L'autre jour, M. Curie m'a fait une petite visite, M. Curie Saint-Pierre. Et puis, les yeux autour, il regarde la maison. C'était un moment de fierté pour Germaine. M. Curie était un homme de goût, un pilier de la communauté. Il dit, Madame Lebrun, vous et le bon Dieu, vous tenez une morde d'une belle mêle. Germaine sourit au souvenir de ce compliment. Ah, j'ai dit, merci beaucoup, Monsieur Curie, merci beaucoup. Mais je pensais dans moi-même, vous devriez voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. Elle éclata d'un rire sonore, un rire qui venait du ventre et qui secouait ses épaules. C'était là toute l'essence de Germaine Lebrun, un mélange d'humilité feinte, d'esprit vif et d'un réalisme terre à accent grave-terre. Pour elle, la spiritualité passait par la propreté, et la grâce divine avait besoin d'un bon coup de balai de temps en temps. Tu vois, continua-t-elle en rangeant ses produits de nettoyage, c'est pas compliqué, j'ai passé ma vie à faire du ménage. Elle s'assit un instant sur le bord d'une chaise, le regard perdu dans ses souvenirs. Alors, à l'âge de 18 ans, je me suis mariée avec Roger Lebrun. Elle désigna une photo jaunie sur le buffet, montrant un homme au regard sérieux. C'est mon fils à lui, ça. Cette affaire-là, là. Elle parlait de son fils Bruno avec un mélange de tendresse et d'exaspération. Je me suis mariée à cause d'une maladie qui s'appelle la grossesse. Le lendemain, Bean, t'as su le ménage. Le cycle de la vie chez les Lebrun était ainsi fait, des naissances, des mariages, et toujours, inlassablement, le besoin de frotter, de ranger et d'organiser pour maintenir un semblant d'ordre dans un monde qui semblait toujours vouloir se défaire. Mais derrière cette façade de femme au foyer infatigable, il y avait un cœur immense et une sagesse acquise dans la sueur et le rire. Chapitre 2 Les soucis de Bruno et le mystère de la rupture. À peine le silence est-il revenu après le départ de Carole que la porte s'ouvre à nouveau laissant apparaître Bruno le fils chéri de Germaine mais aujourd'hui le visage de Bruno ne porte pas son sourire habituel il semble porter sur ses épaules toute la misère du monde ce qui n'échappait pas à l'œil. De lynx de sa mère allô mon trésor lance Germaine avec une tendresse immédiate quelle est la promotion cette semaine au travail des burgers répond-il d'une voix monocorde sans même lever les yeux. Germaine essaie de le distraire en faisant des bruits de tambour sur la table tentant de chasser les nuages noirs qui flottent au-dessus de sa tête mais Bruno reste de marbre. Pourquoi es-tu si triste mon grand demande-t-elle avec inquiétude et ce encore des ennuis avec la police ou est-ce que Winnie et l'ourson a perdu son chemin dans la forêt enchantée. Bruno soupire profondément c'est Geneviève maman elle la casse. Le sang de Germaine ne fait qu'un tour et l'écœurante s'exclame-t-elle sans hésiter car pour une mère aucune femme n'est jamais assez bien pour son fils. Bruno tente de défendre son ancienne compagne mais Germaine ne veut rien entendre. Qu'est-ce qu'elle t'a fait demande-t-elle avec insistance. Bruno refuse de parler de peur de remuer le couteau dans la plaie. Je comprends dit Germaine tout en demandant aussitôt qu'est-ce qu'elle t'a fait. Bruno répétait qu'il n'a pas envie d'en parler et Germaine finit par lui proposer un biscuit pour consoler son cœur brise. Chapitre 3 La persévérance de Carole et les frais médicaux. La nuit tombe sur la maison des Lebrun mais les lumières brillent encore. Carole est installée à la table de la cuisine entourée de livres de psychologie. Elle jongle entre son travail de serveuse et ses études une détermination qui force l'admiration de sa mère. Je suis impressionnée. Carole confesse. Germaine en s'approchant doucement. Tu travailles si dur et tu étudies encore à 7 heures. Celui qui aura la chance de te mettre le grappin dessus sera l'homme le plus heureux du monde. C'est une belle image de réussite pour une veuve qui a élevé sa fille seule mais les préoccupations familiales reprennent vite le dessus. Que allons-nous faire pour Bruno et Geneviève s'inquiète Germaine. Carole plus pragmatique suggère de les laisser gérer leurs affaires eux-mêmes mais le calme est de courte durée car grand-papa commence à se plaindre de douleurs étranges. Je ne me sens pas bien grogne le vieil homme. Tu as 92 ans rappelle Germaine c'est normal de ne pas se sentir bien.
Cependant, devant l'insistance de Carole, Germaine accepte d'appeler le docteur Lépine bien que ses tarifs soient exorbitants. 100 piastres sous la table et s'indignité. Elle, le grand-père commence à coûter cher en entretien. Elle plaisante même sur le fait qu'il est au moins assuré pour ses funérailles, ce qui fait hurler Carole de protestation. Germaine finit par céder tout en grommelant que tout cela arrive à cause de la mort de la perruche de grand-papa ce matin même. Chapitre 4 l'examen médical et la surprise rectale. Le docteur Lépine arrive enfin dans un tourbillon de professionnalisme et de demandes étranges. Il veut examiner le beau-père, mais Germaine ne peut s'empêcher de faire des commentaires sur la lenteur de la procédure. Prenez votre temps, docteur, il n'est pas presse de partir, dit-elle avec son humour habituel. Le docteur explique qu'il va falloir faire des tests approfondis, des analyses de sel et des urines, ce qui oblige Germaine à traduire pour le vieil homme sourd. Il veut et Bobette grand-papa, crie-t-elle. La tension monte quand le docteur annonce qu'il doit prendre la température rectale de grand-papa. Germaine, avec un dévouement exemplaire, propose son aide. Le docteur prévient le vieil homme qu'il va avoir une petite surprise. Germaine s'amuse de la situation tandis que le docteur s'active. Soudain, cri de surprise retentit. Bonne fête grand-papa, s'exclame-t-elle alors que le thermomètre disparaît dans une zone où il ne devrait pas rester, perdu par la maladresse du médecin. Le docteur Lépine panique un peu tandis que Germaine suggère d'aller chercher un café pour se remettre de ses émotions. Elle regarde le vieil homme assis là et ne peut s'empêcher de rire. Tu as l'air d'une grosse pomme au caramel grand-papa, plaisante-t-elle. Le docteur cherche désespérément l'objet disparu parlant d'explorer la cavité pour trouver des gaz de schiste. Germaine raccompagne le médecin en riant sous cap, promettant de l'amener à l'hôpital si la situation ne s'améliorait pas. Chapitre 5 la tentative de médiation et les souvenirs de jeunesse. Le lendemain, Germaine décide de prendre les choses en main pour réconcilier Bruno et Geneviève malgré les avertissements de Carole. Je veux être une leader, Carole, comme ce gars en Syrie dont le nom ressemble à une chanson, s'exclame-t-elle. Elle invite Geneviève pour une petite discussion autour des biscuits, mais la rencontre tourne vite au vinaigre. Geneviève, pourquoi tortures-tu mon garçon, demande-t-elle sans aucun préambule. Geneviève, surprise, finit par exploser. Elle se dit désolée de l'avoir rencontré, désolée d'être tombée amoureuse de lui, mais surtout désolée qu'ils doivent vivre avec une mère aussi dominante que Germaine. Bruno arrive pile au moment où Geneviève annonce qu'elle casse pour de bon. Germaine tente de se justifier en parlant de biscuits et de bonnes intentions, mais le mal est fait. Bruno est furieux. Il explique que c'est lui qui ne voulait pas emménager avec elle car il n'est pas prêt à quitter le nid familial. Germaine se retrouve alors à défendre sa position de mère protectrice, rappelant à son fils qu'il n'a que 33 ans et qu'il est bien trop jeune pour partir. Elle évoquait aussi les échecs amoureux de Carole, mentionnant le fameux Damila, l'ancêtre de son adolescence, un garçon qui aurait été dangereux même à vélo. Selon elle, la dispute s'envenime mais Carole finit par quitter la piste tandis que Germaine reste seule, convaincue qu'elle a agi pour le bien de ses enfants car c'est ce que font les mères. Chapitre 1 Bienvenue dans le sanctuaire de Madame Germaine Lebrun. Imaginez une demeure où le parfum de la cire à parquet se bat en duel avec l'odeur du café fraîchement moulu. Germaine est une femme de caractère dont la langue est aussi vive que son balai. Elle ne se contente pas de faire le ménage, elle livre une guerre sans merci à la poussière et au tracas de la vie quotidienne. Ce matin-là, le silence habituel de la maison est rompu par les plaintes de grand-papa. Le pauvre homme affirme ne pas avoir fermé l'œil depuis 3 jours entiers. Germaine, tout en frottant vigoureusement un meuble de chair, ne semble pas s'en inquiéter outre mesure. Elle parle à elle-même, se remémorant ses 72 ans de vie et ses combats incessants. Elle dit souvent que le ménage est une forme de thérapie mais qu'elle est bien sale de l'intérieur tant la fatigue accumulée est grande. Elle a élevé 6 enfants seule et aucun d'entre eux ne lui a donné autant de fil à retordre que son propre beau-père qui semble avoir décidé de tester sa patience jusqu'au bout. Germaine s'arrête un instant, essuie son front avec son tablier et repense à la visite de monsieur le curé Saint-Pierre. Ce dernier, en regardant la propreté de la maison, lui avait dit que Dieu et elle tenaient une belle demeure. Germaine avait remercié poliment tout en pensant secrètement qu'elle aimerait bien voir le désordre si Dieu s'en occupait tout seul sans son aide. Elle se remémore son mariage à 18 ans avec Roger Lebrun, un homme qu'elle a épousé à cause d'une maladie incurable appelée la grossesse. Depuis ce jour, le ménage est devenu sa seconde peau. Chapitre 2 La porte s'ouvre et Carole, la fille unique de Germaine, entre dans la cuisine. Carole est une jeune femme persévérante qui jongle entre son travail de serveuse et ses études de psychologie.
Elle remarque tout de suite l'air inhabituellement calme de Grand-Papa installe dans son fauteuil. Germaine explique avec humour que c'est sans doute parce qu'elle a oublié de lui ouvrir la cave ou peut-être parce qu'il attend patiemment son heure. Carole annonce qu'elle a un rendez-vous important ce soir, ce que sa mère traduit immédiatement par une grosse date. Carole proteste affirmant qu'il s'agit seulement d'un petit verre tranquille. Germaine sceptique se lance alors dans une tirade pleine de sagesse populaire et de sarcasme. Elle prévient sa fille que la vodka est souvent utilisée par les hommes comme un lubrifiant pour précipiter les choses. Elle raconte avec une franchise désarmante les réalités de la maternité, comparant une soirée romantique à une situation où on se retrouve soudainement les pieds dans les étriers chez le docteur. Malgré les moqueries de sa mère, Carole reste élégante et prête à affronter sa soirée. Germaine, tout en critiquant le